Un mercredi comme les autres, les fenêtres d'Elena restèrent closes. À 7h30 du matin, la voisine trouva cela étrange, car ses rideaux s'ouvraient toujours ponctuellement à 7h, tous les jours sans exception, comme sur des roulettes. À 9h, son étonnement se mua en réelle inquiétude. Elle traversa le jardin, se rendit au portail d'Elena et frappa plusieurs fois en l'appelant. Personne ne répondit. Elle essaya d'appeler le téléphone fixe qu'Elena conservait, car elle n'aimait pas les portables. Le téléphone sonna longuement dans la maison vide, le son étouffé traversant les murs, mais personne ne répondit. L'après-midi, sentant déjà cette angoisse qui vous saisit quand vous savez que quelque chose ne va pas, la voisine appela le fils d'Elena, un homme d'une quarantaine d'années qui vivait dans une autre ville, à 3 heures de route, et qui venait lui rendre visite une fois par mois. Elle lui expliqua la situation d'une voix inquiète. Il la remercia et lui demanda de vérifier à nouveau, car sa mère était peut-être partie plus tôt pour s'occuper de quelque chose et avait oublié de le prévenir. La voisine y retourna, frappa plus fort au portail, appela plus fort. Rien. Elle regarda par l'entrebâillement de la fenêtre du salon, le visage collé à la vitre pour essayer de voir à l'intérieur. Tout semblait à sa place. Les meubles disposés, les coussins du canapé parfaitement positionnés, aucune trace de désordre ou de violence. Mais trop silencieux, trop immobile, trop vide. La nuit tombait, les rideaux toujours tirés, les lumières de la maison ne s'allumant pas comme toujours au crépuscule. L'absence de ce simple geste d'ouvrir les fenêtres se mua en un malaise indéfinissable et en une peur grandissante de ce qu'il pourrait nous découvrir en entrant enfin dans cette maison. Elle avait 63 ans et était veuve depuis près de 10 ans, depuis le décès soudain de son mari, victime d'une crise cardiaque, alors qu'il regardait la télévision un soir. Sa mort avait été un choc, mais Elena avait appris à vivre seule, s'était adaptée à cette nouvelle réalité d'une grande maison occupée par une seule personne. Elle vivait dans une maison de plain-pied de 3 chambres, au bout d'une rue calme et arborée, entourée de voisins qui la connaissaient depuis toujours, depuis qu'elle et son mari s'y étaient installés plus de 30 ans auparavant. C'était une de ces vieilles rues de quartier où tout le monde se connaît, où les gens discutent, encore par-dessus la clôture, où l'on remarque le moindre changement. Chaque matin, vers 7h, Elena ouvrait les fenêtres du salon pour aérer la maison. C'était un rituel matinal qu'elle respectait scrupuleusement. Elle se levait, prenait son café, puis allait au salon et ouvrait grand les fenêtres, laissant entrer l'air frais du matin. Pour les voisins, c'était le signe que la journée d'Elena avait commencé, que tout allait bien pour elle, que la vie suivait son cours normal. La voisine d'à côté, une dame du même âge, elle aussi veuve, saluait toujours d'un signe de la main lorsqu'elle voyait les rideaux s'ouvrir. Elles échangeaient un rapide « bonjour » par-dessus le muret qui séparait leurs 2 maisons, commentant parfois le temps, les plantes ou un article de journal. Elles n'étaient pas des amies proches, mais voisines depuis des décennies. Elles partageaient ce respect et cette attention mutuelle propres à une vie commune prolongée. Elena était discrète, polie, du genre à tout régler seule et à ne jamais causer de problèmes à personne. Elle payait ses factures à temps, entretenait sa maison et son jardin. Elle ne demandait jamais de faveurs, ne se plaignait jamais. On la considérait comme une femme indépendante et résiliente qui avait surmonté la perte de son mari et avancé avec dignité. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Mais ces dernières semaines, de subtils changements sont apparus dans son comportement, de légères variations par rapport à sa routine habituelle que certains voisins ont remarqué sans toutefois y prêter attention. Elena sortait moins. Avant, elle sortait presque tous les jours. Elle allait au marché acheter des fruits et légumes frais, à la pharmacie chercher ses médicaments pour la tension, à la banque pour ses opérations courantes, et se promenait sur la place à quelques rues de là pour faire de l'exercice. Désormais, les jours passaient sans que personne ne la voie dans la rue. La Ibats. Maison restait fermée, les lumières allumées, le soir indiquant qu'elle était à l'intérieur, mais pas dehors. La voisine a fait remarquer à son mari qu'Elena était devenue très casanière ces derniers temps. Il a répondu que c'était normal, que les personnes âgées préféraient parfois rester chez elles. Elena a également commencé à refuser les invitations au thé de l'après-midi qu'un groupe de dames du quartier organisait chaque semaine dans une maison différente. C'était un moment convivial, simple mais important où elles discutaient, échangeaient des nouvelles et se sentaient moins seules. Elena avait toujours participé, mais soudain, elle se mit à trouver des excuses. Douleur aux jambes, fatigue, engagement de dernière minute.
Les autres dames trouvèrent cela étrange, mais respectèrent son choix, pensant qu'elle souhaitait simplement plus d'intimité. Elle mit aussi plus de temps à répondre lorsqu'on frappait au portail. Avant, elle accourait aussitôt, toujours avec un sourire poli. Maintenant, cela prenait des minutes. Parfois, elle ne répondait même pas. Le facteur fit remarquer à la poste que la dame du bout de la rue mettait beaucoup de temps à relever le courrier, qu'il avait dû repasser plusieurs fois. Certains voisins remarquèrent entre eux que Elena était plus renfermée, plus distante. Mais la conclusion générale était que c'était simplement l'âge, que les personnes âgées deviennent parfois comme ça, plus renfermées, plus fatiguées. Personne ne pensait que cela puisse être plus grave. Son comportement changea d'autres manières qui ne devinrent évidentes que plus tard. Elena cessa de s'occuper du jardin, qu'elle avait toujours tenu impeccable. Les plantes commencèrent à être négligées, les feuilles mortes et les fleurs fanées s'accumulant sans être enlevées. L'herbe poussait plus que d'habitude, car elle n'avait pas appelé le jardinier qui venait régulièrement la tondre. La voisine le remarqua mais ne fit aucune remarque, pensant qu'Elena n'avait peut-être pas les moyens de payer ce service et ne voulait pas la gêner en lui proposant son aide. La maison commença aussi à paraître abandonnée, même si Elena y vivait encore. La peinture des fenêtres s'écaillait, une tuile du toit était décellée et personne ne l'avait réparée, et la boîte aux lettres débordait de courriers qu'elle ne relevait pas. C'était comme si elle avait renoncé à soigner les apparences, à prendre soin de cet espace qui avait été le sien et celui de son mari pendant tant d'années. Son fils, qui vivait loin, l'appelait une fois par semaine, toujours le dimanche matin. Lors de ses derniers appels, il avait remarqué que sa mère était plus silencieuse, parlait moins et semblait fatiguée. Il lui demanda si tout allait bien, si elle avait besoin de quelque chose, si elle souhaitait qu'il vienne la voir en dehors des visites habituelles. Elle répondit que non, que tout allait bien, qu'elle était simplement fatiguée et qu'ils discuteraient plus longuement lors de la visite du mois suivant. Il accepta cette réponse par facilité, car sa vie était bien remplie entre le travail et les jeunes enfants, et parce qu'il était rassurant de savoir que sa mère se sentait bien seule dans cette maison. Elena a commencé à adopter des comportements qui laissaient présager une lente et silencieuse résignation face à la vie. Elle ne cuisinait plus de vrais repas. La voisine a remarqué que l'odeur de nourriture ne s'échappait plus de chez elle, cette odeur de déjeuner en préparation qui flottait autrefois à travers les murs. Elena ne mangeait plus que des choses simples, sans préparation. Du pain beurré, des fruits, parfois rien du tout. Elle avait visiblement maigri ces dernières semaines. La dernière fois que la voisine l'a vue, elle lui a fait remarquer qu'elle paraissait plus mince. Elena s'est contentée de sourire et de dire qu'elle n'avait plus d'appétit. Elle a cessé de prendre régulièrement ses médicaments contre l'hypertension. Les plaquettes, thermoformées, traînaient sur la table de la cuisine. Oubliées, des jours de prise manqués, des doses non prises. Elle a arrêté de regarder les feuilletons qu'elle suivait religieusement depuis toujours. La télévision était éteinte, la maison silencieuse. Je passais des heures assise dans le fauteuil du salon, à fixer le mur, sans rien faire, sans penser à rien, simplement à exister dans ce vide. Ces derniers soirs, elle laissait des petits mots éparpillés dans la maison, des choses dont elle voulait qu'on se souvienne ou qu'on règle. Un mot sur le réfrigérateur disait « Payer la facture d'électricité avant le 15 ». Un autre mot dans la chambre disait « La clé de secours est sous le pot de fleurs ». Un autre dans le salon disait « Le numéro du fils est dans le carnet rouge ». C'était comme si elle laissait des instructions à la personne qui la trouverait plus tard. Mardi soir, la veille du jour où les rideaux ne s'ouvrirent pas, Elena eut une dernière conversation avec son fils. Il appela un peu plus tôt que d'habitude, car il était en déplacement professionnel et ne pourrait pas appeler dimanche. Ils parlèrent une quinzaine de minutes. Elle prit des nouvelles des petits-enfants, de son travail. Elle semblait plus présente que lors de leurs derniers appels. À la fin, avant de raccrocher, elle lui dit d'une voix chargée d'émotion qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle était fière de l'homme qu'il était devenu, qu'elle avait été très heureuse d'être sa mère. Touché par ces mots, il lui répondit qu'il l'aimait aussi et qu'il viendrait bientôt la voir. Ils raccrochèrent et il resta avec cette douce impression d'avoir eu une belle conversation avec sa mère. Il ne réalisa pas que c'était un adieu. Elena raccrocha, resta là, le téléphone à la main, pendant quelques minutes. Elle se leva de sa chaise et parcourut lentement la maison, traversant chaque pièce comme pour lui dire au revoir. Elle toucha les murs, les meubles, les photos de son mari encore éparpillées, dans la maison. Il alla dans sa chambre, s'allongea sur le lit, toujours habillé, et fixa le plafond pendant un temps indéterminé. Au petit matin, il prit quelque chose qu'il gardait précieusement depuis longtemps.
des médicaments accumulés, conservés en secret, sans que personne ne s'en aperçoive. Il ferma les yeux et laissa simplement les choses se faire. Mercredi matin, quand les rideaux restaient refermés, Elena n'était plus vraiment là. Allongée dans son lit, enfin en paix, elle avait pris la décision de mettre fin à la fatigue qui lui était devenue insupportable. La voisine frappa plusieurs fois au portail durant la journée. Lorsque son fils reçut l'appel inquiet de la voisine dans l'après-midi, il laissa tout tomber et, le cœur battant la chamade, fit 3 heures de route jusqu'à la ville de sa mère. Il arriva à la tombée de la nuit et trouva la voisine et d'autres habitants de la rue sur le trottoir, tous inquiets. Il avait un double des clés que sa mère lui avait données des années auparavant. D'une main tremblante, il ouvrit le portail, monta les marches du perron et ouvrit la porte d'entrée. La maison était plongée dans un silence absolu. Il appela sa mère. Pas de réponse. Il alla dans la chambre. Il la trouva là, allongée dans son lit, avec cette expression de sérénité qui naît de la fin de la douleur. Sur la table de chevet, un mot de son écriture tremblante. « Pardonne-moi de ne pas pouvoir continuer. La solitude était trop lourde à porter. » Il tomba à genoux, près du lit, serrant sa main froide, hurlant un désespoir inexprimable. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. La police et les ambulanciers ont été appelés. Ils ont constaté le décès, analysé les lieux et conclu à un suicide par surdose médicamenteuse. Aucune enquête criminelle n'a été ouverte, seules les procédures habituelles ont été suivies. Le fils était anéanti, repassant en revue tous leurs liens, toutes les fois où elle lui avait dit « allez bien » et où il l'avait cru, toutes les occasions qu'il avait eues d'aller la voir en personne, mais qu'il n'avait pas pu se permettre, trop occupé. La voisine se sentait coupable de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir forcé la porte plus tôt en sentant que quelque chose n'allait pas. Les autres femmes présentes à la réunion de quartier regrettèrent de ne pas être allées chez elle lorsqu'elle avait commencé à refuser les invitations, de ne pas avoir compris qu'elle demandait silencieusement de l'aide. La veillée funèbre fut intime, réunissant seulement quelques voisins et des parents éloignés. Le fils organisa tout lui-même, vendant la maison quelques mois plus tard, incapable de supporter le vide qui l'entourait. Les fenêtres de cette maison ne s'ouvrirent plus jamais à 7 heures du matin. Une autre famille y vit désormais, et les enfants jouent dans le jardin qu'Elena cultivait jadis. Le voisin d'à côté contemple ses fenêtres chaque matin et se souvient de son amie silencieuse, qui y vécut des décennies et qui disparut dans un silence que personne ne sut entendre. Les rideaux restèrent tirés, et Elena put enfin se reposer d'une fatigue que personne ne voyait, que personne ne traitait, que personne ne prenait au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour toute aide.